Le 4 avril 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film La Duchesse de Langeais sous le titre Balzac au perruquier, texte intégral. La Duchesse de Langeais de messieurs Jean Giraudoux et Jacques de Baroncelli nous donne une excellente occasion pour relire la grande nouvelle de Balzac, une nouvelle qui dépasse en volume les romans de Carcot ou de Mauriac. C'est le meilleur résultat de cette entreprise. Je ne sais pas exactement quel rang les Balzaciens purs assignent à la Duchesse de Langeais dans leur admiration. Il me semble que c'est un des livres où la psychologie du grand écrivain a le plus d'acuité. On sait que, pour toute une part de cette histoire, Balzac a puisé dans ses souvenirs les plus vifs, ceux d'une aventure où il fut la victime d'une aristocratique mais perverse allumeuse. La coquetterie féminine et l'impatience sensuelle ont eu peu de peintres plus fidèles, plus en verve et mieux renseignés. Jacques de Baroncelli, metteur en scène de la Duchesse de Langeais, est un travailleur consciencieux qui n'a jamais fait montre d'une personnalité foudroyante. On l'a mis cette fois, j'imagine, à la tête d'un budget somptueux. Il en a fait un honnête usage. Ses producteurs en ont pour leur argent. Non pas que le film soit d'un luxe criard, mais les costumes, les décors sont de bonne aloi. L'œil offusqué par tant de chienlit récentes, on éprouve une réelle satisfaction. Mais si l'on a réuni tous les tapissiers, antiquaires, tailleurs, couturiers, habilleuses possibles pour ces tableaux, on a oublié d'y inviter la poésie. Nous sommes dans un studio de cinéma bien tenu. Nous ne plongeons jamais dans le passé. On n'a pas su créer le cadre chaud et intime qui convenait à cette passion. Monsieur de Baroncelli a surtout illustré le travail de monsieur Jean Giraudoux, qui signe à la fois l'adaptation et le dialogue. Voilà un débutant notable de l'écran. Monsieur Giraudoux n'a eu aucun compte à rendre pour ses célèbres homélies de l'automne 1939, qui resteront parmi les plus scandaleuses et les plus criminelles de la drôle de guerre. Il y aura du moins démontré, sans parler de sa responsabilité politique, qu'un personnage ayant une réputation d'homme d'esprit, lorsqu'il accepte une tâche imbécile, s'en tire plus mal que le dernier crétin. Il est fait ici allusion au discours radiodiffusé que Giraudoux, nommé commissaire à l'information en 1939, prononça durant la drôle de guerre. Dans Les Décombres, Lucien Rebattet, alias François Vineuil, en avait donné une ou deux illustrations féroces. Plus tard, après la mort de Giraudoux, François Vineuil se montrera plus indulgent, puisqu'en mars 1944, il écrit que Jean Giraudoux semblait bien, dans les derniers temps de sa vie, avoir à cœur de faire oublier sa désolante activité de ministre de la propagande démocratique. Voyons maintenant ce qu'apporte M. Jean Giraudoux au cinéma. Son dialogue est évidemment d'une autre encre que celle des fabricants ordinaires. Il sait faire parler les personnages de l'ancien Faubourg Saint-Germain avec une élégance naturelle. Il a su encore utiliser au mieux les propres répliques de Balzac. On s'aperçoit que ce dialogue balzacien, jugé invraisemblable et grossier par Main-Pion à la Lançon, et qui en fait est surtout trop hâtif, garde jusqu'à l'écran, et après plus d'un siècle, une vie et une justesse qu'on ne saurait remplacer. Quant à l'adaptation, M. Giraudoux s'est trouvé devant certaines difficultés prévisibles. Balzac pousse dans son livre une analyse des sentiments qui est passionnante, mais à laquelle l'écran est tenu de substituer quelques faits matériels plus voyants et tangibles, sous peine de tomber dans une insupportable monotonie. C'est l'éternelle antinomie entre la gradation des effets littéraires et des effets dramatiques. Le général de Montriveau, le soupirant jouet de la duchesse, arrive à l'exaspération sans que Balzac ait à faire intervenir d'autres machineries que les pointes, les agaceries et les refus d'une coquette, manège admirablement rendu par un grand peintre de la réalité. M. Giraudoux a été presque
contraint de remplacer cette réalité par une mystification que Montriveau met sur le compte de la duchesse, alors qu'elle n'y est pour rien. Un artifice était sans doute nécessaire à cet endroit du récit, mais celui qui a été choisi est médiocre, banal, parce qu'il affaiblit le caractère des personnages, renverse entièrement le drame qui n'est plus le duel de deux êtres, mais un affligeant quiproquo. La duchesse de Langeais se dispose à couronner la flamme de Montriveau après avoir simplement allongé les préliminaires convenables. C'est un importun qui empêche la réunion des deux amants. Passons toutefois en songeant aux impérieuses nécessités du récit cinématographique. Mais le livre de Balzac comporte deux péripéties énormes du mélo authentique, du franc cinéma et même du plus populaire. Deux péripéties qui seules pouvaient justifier l'adaptation de ce livre à l'écran. La première est la fameuse scène du fer rouge dont le général de Montriveau menace la duchesse après l'avoir fait saisir, ligoter et transporter dans une maison inconnue, scène qu'évoque avant toutes les autres le titre de la nouvelle. La seconde est à l'épilogue. La duchesse, prise à son jeu, s'est mise à aimer follement Montriveau lorsqu'il s'est écarté d'elle. Elle s'est imposée pour le reconquérir les pires humiliations. Le destin a été contre elle. Désespérée, elle entre dans un Carmel espagnol. C'est là que la passion farouchement réveillée de Montriveau va la retrouver. Le terrible militaire entreprend l'enlèvement nocturne de la nonne. Il force l'entrée du couvent, mais dans sa cellule, la duchesse est étendue, froide, dans ses voiles. Ce n'est qu'un cadavre que Montriveau emportera dans ses bras pour le livrer bientôt à la mer. Oui, pour du cinéma, voilà du cinéma. Or, M. Jean Giraudoux a délibérément supprimé la première de ces scènes. Il a remplacé l'épisode du fer rouge par une diatribe de Montriveau absolument inadmissible dans le salon où elle se déroule. Un effet de la dernière vulgarité. Un plat démarquage de la plus sotte scène de La Dame aux Camélias. L'époustouflante tirade du 4e acte. « Soyez tous témoins que j'ai acheté cette femme !» Après avoir joué au stratège, M. Giraudoux veut jouer les Dumas-fils. Cette seconde ambition ne lui a guère mieux réussi que la première. Quant à l'enlèvement final, qui pouvait prendre à l'écran le plus étonnant relief, il est étiré, édulcoré, se passe en catimini parmi les cartonnages fort piètres. M. de Baroncelli ayant sans doute épuisé son crédit. La duchesse de Langeais trépasse sur le cœur de M. de Montriveau en débitant des cajoleries. À un romantisme peut-être échevelé, mais qui était d'époque, M. Giraudoux a substitué un sentimentalisme de midinette. D'autre part, si Balzac n'y va pas par 4 chemins, son enlèvement tient en 40 lignes. La concision compense ce que l'épisode a d'outré. Ouvrez les guillemets. Il entra vivement, en se faisant précéder de la fausse religieuse, qui rabattit son voile. Ils virent alors, dans l'antichambre de la cellule, la duchesse, morte, posée à terre sur la planche de son lit et éclairée par 2 cierges. Ni Montriveau, ni de Marsay ne dirent une parole, ne jetèrent un cri. Mais ils se regardèrent. Puis le général fit un geste qui voulait dire « Emportons-la ». Fermez les guillemets. Pour nous raconter l'équivalent, beaucoup moins bien, il faut à M. Giraudoux un quart d'heure de texte et d'images. La duchesse de Langeais prouve de nouveau que le cinéma ne gagne rien à se mesurer avec la littérature. Il apparaît auprès d'elle gauche, lourd, puéril, ridiculement inhabile à l'étude du cœur humain. La collaboration d'un homme de lettres n'y change rien. C'est Balzac qui donne au cinéma les leçons d'ellipse, d'invention dramatique, qui fait revivre la violence du mal et les ruses de la femme, qui a la chaleur, la cruauté, les détours capricieux de la vie. C'est le cinéma qui est, auprès de lui, de la littérature distinguée, frisée, pommadée, conventionnelle et fade. Monsieur Jean Giraudoux a pu, en célébrant Bellac, Suzanne, Juliette, Ondine, être charmant, ingénieux, pittoresque.
Il n'est cette fois que le perruquier de Balzac. On a réuni, pour la duchesse de Langeais, le couple qui vient de s'illustrer dans La Dame aux camélias, M. Pierre-Richard Wilm et Mme Edwige Feuillère, l'un et l'autre séduisants, élégants, bien faits pour toucher les cœurs. M. Richard Wilm a toujours été un comédien au réflexe assez mou, mais c'est un homme cultivé, capable de lire et de comprendre Balzac. Puis, armé cette fois d'un postiche brun, il est vraiment l'idéal du beau ténébreux. Si les spectatrices voyaient le général de Montriveau tel que le vit Balzac, elles seraient assez déçues, car Montriveau était Balzac lui-même, musculeux comme un lion, mais petit, trapu, avec son gros nez et sa tignasse. Le cher Balzac, s'il revenait, pour tirer par exemple l'oreille à M. Giraudoux, conviendrait que M. Richard Wilm fait aux yeux des femmes une figure plus poétique. Il dépense une belle ardeur, il met dans ses répliques, dans ses gestes, une nervosité, une énergie qu'on voudrait lui connaître plus souvent. Toujours consciencieux, M. Richard Wilm paraît très inégalement intéressé par ses rôles, ce qui se conçoit bien, ce qui est même assez sympathique. Souvent, il se contente de faire un métier dont on reconnaît qu'il n'est point excitant tous les jours. De temps à autre, l'artiste reparaît, et, cette fois, il a voulu être digne de Balzac. Les femmes sont sans doute plus sensibles à l'atmosphère dans laquelle un ouvrage naît. Madame Edwige Feuillère, charmante comédienne, excellente, vibrante, fort au-dessus de son rôle dans La Dame aux camélias, ne semble guère avoir été prise par son personnage dans La Duchesse de Langeais. Elle est sobre, intelligente. L'élan lui fait défaut, mais il lui était difficile de se passionner pour la poupée que M. Giraudoux lui a dessinée en estompant les traits de la coquette comme ceux de l'amoureuse.